Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. On est content de vous retrouver avec Lucas à la régie pour une nouvelle soirée de l'info. Comme toutes les semaines, je suis bien accompagné. Je vais commencer à ma droite avec Maë. Comment vas-tu? Très bien. Première émission pour toi, c'est ça? Ouais, Ça, pas trop de stress? non, ça va. Bah c'est bien. Alexandre, alors toi, pire que ça, première année à l'EDJ, C'est ça. ça va, pareil, pas de pression. Ouais, ça va, je suis ravi d'être à vos côtés ce soir. Même si ta mère regarde, pas de pression. Ok, ça. Serena, bon, tu es la seule femme autour de ce plateau, mais tu vas bien la représenter. Toujours. Le quiz, une victoire comme l'année dernière, tu avais gagné. J'avais gagné avec Théo, ouais. Ouais, donc on espère que tu vas réitérer l'exploit. Et Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien. Première mission aussi? Également, oui. Ah bah en fait, c'est des premières missions pour 3 personnes. Bah en vrai, c'est bien, hein. Ça fait des nouveaux visages. Alors le programme, bah, vous le connaissez, c'est le même toutes les semaines. On va commencer avec vos chroniques d'actualité. On va enchaîner avec un débat que vous avez bien sûr révisé, vous avez là les arguments. Et après, un petit quiz pour savoir qui est-ce qui lit Caféine, qui est le meilleur journaliste, même si tout le monde lit Caféine, on est bien d'accord là-dessus. Bon voilà, maintenant que les présentations et le programme est présenté, on peut commencer avec ta chronique, Maë. Donc toi, tu vas nous parler du cambriolage du Louvre qui s'est passé cette semaine, c'est ça? Exactement. On pensait que cela n'arrivait que dans les séries Netflix, et bien non. Ce dimanche 19 octobre, le Louvre a été cambriolé en plein jour. Résultat, 8 bijoux historiques envolés pour un butin estimé à 88 millions d'euros. Alors, comment on braque le musée le mieux gardé du monde sans se faire attraper? Très simple, avec des gilets fluo. Les voleurs sont arrivés à bord d'un camion nacelle, comme des ouvriers du bâtiment. Ils montent, cassent une fenêtre, rentrent directement dans la galerie d'Apollon, là où sont exposés les joyaux de la couronne de France. En 4 à 7 minutes chrono, ils brisent les vitrines, chopent les bijoux et repartent en scooter. Pas un coup de feu, pas un blessé, un cambriolage digne d'Arsène Lupin. Toutefois, les policiers pensent que le plan des voleurs ne s'est pas déroulé exactement comme ils l'avaient prévu. L'agent de sécurité qui a trouvé le monte-charge, qui permettait aux braqueurs de s'introduire et de quitter le Louvre, a révélé que celui-ci il sentait l'essence, ça veut dire qu'ils ont essayé d'y mettre feu, mais ils n'ont pas réussi. Mais comment ça se fait qu'ils se sont pas fait choper? Et bah, il y a très peu de surveillance en fait. Il n'y avait qu'une seule caméra et elle pointait même pas la bonne fenêtre. Oui. Ça veut dire qu'il y a la Joconde, t'as une vitre par balle, tout, et t'as des caméras comme ça qui marchent pas. Ok, mais ça a toujours été comme ça ou il y a eu des restrictions budgétaires récemment Bah, ils essayaient en ce moment justement d'améliorer la sécurité. Il y avait des projets en place, mais c'était pas encore mis en place. Les braqueurs ils ont profité de ce timing où c'était un peu d'incertitude pour passer. Et du coup, parmi les bijoux volés, il y a la célèbre couronne de l'impératrice Eugénie de Montijo. Du coup, c'est une couronne réalisée en 1855 pour l'épouse de Napoléon III, mais elle a été retrouvée dans la rue peu après le casse. Ils l'ont fait tomber. du début à la fin, c'est... Et du coup, la présidente du Louvre, elle a dit que c'était sûrement pas la chute qui l'avait abîmée, mais plutôt quand ils l'ont pris dans la vitrine. Donc, elle a dit que c'était sûrement compliqué de la restaurer, mais que c'était pas impossible. Du coup, le reste des bijoux, c'est d'autres bijoux de l'histoire française, avec des saphirs de la reine Amélie, de la reine Hortense, ou encore d'autres bijoux de l'impératrice Eugénie. Donc c'est quand même du patrimoine très très important, quoi. Ouais, on parle de 80 millions. Qui a été protégé avec une vitre qui se pète en un coup de coude. Et pas loin. En deux, peut-être. Et du coup, niveau sécurité, comme j'ai dit, le Louvre, il n'a pas brillé. La présidente Laurence Descartes a reconnu qu'il n'y avait qu'une seule caméra. Et du coup, Rachida Dati, ministre de la Culture, elle a annoncé qu'ils étaient vraiment en train de mettre en place des nouvelles choses, qu'ils allaient faire une enquête pour voir ce qui s'était mal passé et comment ils pouvaient améliorer la sécurité. Et le président Emmanuel Macron, il a aussi réagi et il a dit que le vol commis au Louvre, c'était une atteinte à notre histoire. Bah oui, mais c'est de leur faute, c'est de le protéger. Bah, d'ailleurs, j'ai vu une interview d'une agente de sécurité et elle disait que quand elle avait vu les voleurs, bah, elle était partie en courant. Donc, un job effectué partiellement. Sécurité plus. Efficace. Ça, on a vu les gens filmer, ouais, on va essayer de tuer le docteur, c'est un truc de fou. Ils sont arrivés en T-Max, ils sont trop... Et voilà. Et la police parle d'une opération hautement professionnelle, mais quelques indices ont tout de même été laissés, un casque de scooter, une veste et des outils abandonnés qui pourraient aider à remonter la piste. Mais les enquêteurs savent que le temps joue contre eux parce qu'à tout moment, les voleurs peuvent faire fondre les pièces, les démonter et les revendre sur le marché noir. Oui, parce que évidemment, c'est pas possible de les vendre telles quelles. En tête, c'est pas possible. Tu vas voir que ça a été... Oui, forcément. Et du coup, il y a la procureure de Paris qui, elle, s'est montrée optimiste. Elle a dit qu'ils avaient fait plus de 150 prélèvements papillaires, ADN et autres. Et du coup, qu'ils espéraient que les résultats allaient leur mettre sur des pistes. Et du coup, les enquêteurs, ils pensent aussi que c'est peut-être un vol sur commande, probablement des collectionneurs qui, justement, aimeraient garder ces pièces de collection pour eux.
Et voilà, et ce cambriolage, il rappelle d'autres cambriolages qui ont eu lieu au Louvre, notamment celui de 1792. La Joconde. La façade du Louvre qui avait été escaladée pour les joyaux de la couronne. Ok, encore les jouets de la couronne. Et il y avait aussi eu la Louvre. Ça, c'était en 1911. Et je pense que c'est une autre coïncidence, c'est que ce mois-ci, on fête le centenaire de la mort du coup de Vincenzo Perugia qui avait volé la Joconde en 1911. Une coïncidence ou symbole des voleurs, on ne sait pas. Vu comment ils étaient organisés, certainement coïncidence. Sûrement. Et du coup, ce cambriolage, lui, il a enflammé les réseaux sociaux. La vidéo des voleurs, elle a fait des millions de vues sur Twitter ou sur tous les autres réseaux sociaux. Et du coup, il y a une entreprise allemande qui s'en est servie pour faire du marketing. C'est l'entreprise allemande du monte-charge. Oui. Du coup, a vanté la capacité, la vitesse et du monte-charge qui a permis à ce vol. Et d'ailleurs, tu parlais des vidéos du cambriolage. Il y a aussi des fausses vidéos qui traînent sur les réseaux générées par intelligence artificielle. Donc, il faut pas se faire avoir. Je crois qu'il y a l'AFP qui a fait un petit post là-dessus, si ça vous intéresse. Et du coup, le Louvre, il a été fermé pendant plusieurs jours. Et là, il a réouvert ses portes mercredi. Et il y avait beaucoup de monde. Ils étaient là, ils espéraient voir du coup qu'est-ce qui avait été volé. Mais malheureusement pour les curieux, la galerie d'Apollon, elle reste fermée jusqu'à... Bah oui, c'est normal. Parce qu'ils vont pas montrer rien. Bon, en tout cas, on verra si les voleurs sont retrouvés récemment. Merci Maë pour ta chronique. On va enchaîner avec celle d'Alexandre. Donc toi, tu vas nous parler de la disparition d'un grand dessinateur, c'est ça? Donc oui, je vais vous parler d'un homme qui nous a récemment quittés. Donc cet homme, il n'est absolument pas connu pour son nom, mais plutôt pour son travail. Et je pense que son travail, tout le monde autour de la table l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie. Donc cet homme, il s'appelle Drew Struzan. Donc déjà, est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Dire oui. Non, de nom, non. Pas le nom de ses films, du coup, comme tu vas l'expliquer, mais lui, pas du tout. Ça viendra un peu plus tard. Donc je vais vous présenter un peu sa vie et sa carrière. Donc Drew Struzan était un peintre et illustrateur américain. Il est né dans l'Oregon en 1947 et il s'est éteint le 13 octobre dernier à l'âge de 78 ans. Donc dès son enfance, il se trouve une passion pour l'art et il commence à dessiner sur du papier toilette avec un simple crayon à papier parce qu'il venait d'un milieu très pauvre, donc il n'avait aucun matériel, rien que des feuilles ou des crayons de couleur. Il n'avait vraiment que son papier de toilette. Et donc, durant son adolescence, pour approfondir sa passion dans ce domaine, il va commencer ses études au Art Center College of Design de Pasadena avant de rejoindre l'université Stanford de San Francisco. Après ses études, il va vouloir lancer sa carrière et il va donc proposer ses services à de nombreux chanteurs rock des années 60, ce qui va le conduire à réaliser ses premiers travaux publics qui seront... Pour faire des affiches de concert, c'est ça? Oui, non, ce sont pour des pochettes d'albums. Ok. Et les pochettes d'albums, il les a fait pour des groupes très connus, comme Black Sabbath ou encore les Bee Gees. Donc c'était déjà, ça lui a déjà fait une petite valise. Mais si Drew Struzan est aujourd'hui très connu, c'est surtout pour son travail sur des affiches de films, donc, comme je vous l'ai dit avant. Donc c'est un domaine sur lequel il commence à travailler dans les années 70, après avoir été repéré par l'agence Pencil Pushers. Il réalise d'abord des illustrations pour des films à petit budget, donc des films qu'on appelle de série B. Mais sa carrière, elle va vraiment décoller en 1978 quand un certain George Lucas l'appelle pour réaliser l'affiche de la réédition de Star Wars 4 au cinéma. Donc on peut peut-être la mettre. Voilà, c'est celle-là. Donc cette affiche, il la fera en collaboration avec un autre dessinateur qui s'appelait Charles White. C'est la réédition? C'est-à-dire Star Wars 4 est sorti en 1977 et un an plus tard, ils ont décidé de le ressortir au cinéma et donc ils voulaient marquer le coup en faisant une autre affiche. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ressort au cinéma, vu que je sais que toi, t'es féru de cinéma? Ça a bien marché, les gens en ont redemandé. Ok, c'est juste ça. Ouais. D'accord. Ok. Donc, il a été appelé parce que Charles White, lui, n'arrivait pas à bien dessiner les personnages. Et donc, pendant que Struzan s'occupera des personnages sur l'affiche, lui, White, il va plutôt s'occuper des robots et des vaisseaux. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu le début de la gloire pour Struzan. Son nom va circuler dans toute l'industrie hollywoodienne. Tous les plus grands réalisateurs de cette époque veulent une affiche à la façon Struzan. Et donc, là, à partir de ce moment-là, on peut citer les Star Wars et les Indiana Jones, les 2 premiers Harry Potter, les Retours vers le futur, sans parler des Goonies, E.T., Rambo ou encore Blade Runner. Il signera vraiment les visuels des sagas et des films les plus marquants des années 80 à 2000. Donc je pense que vous avez déjà tous vu au moins une fois ces affiches dans votre vie. Ouais. C'est vrai que du coup, quand on les regarde comme ça, on se rend compte que
se ressemble un peu dans le style. Je vais en parler après. Ouais. Et ça, par rapport à d'autres affiches, surtout maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, les affiches de cinéma, c'est C'est tout le temps la même chose. Ouais, voilà, exactement. Surtout les comédies françaises, et là, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais pour moi, sa plus grande performance, ça reste pour l'affiche de The Thing, qu'il réalisera en seulement 24 heures. Parce que le réalisateur avait une affiche de base, mais il aimait vraiment pas, il voulait changer en dernière minute. Donc il a appelé Strudzen pour la faire rapidement. En 24 heures. Ouais, c'est ça. Et Strudzen, il vivait dans les montagnes, du coup, le temps que l'info arrive, etc. C'est un peu compliqué. Mais au final, il a réussi et voilà, il s'est arrêté l'affiche, ouais. Et son dernier travail à Strudzen, ça date de 2015, donc c'était pour marquer le grand retour de Star Wars sur le grand écran avec l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Et donc au total, en quasiment 40 ans de carrière, Strudzen aura réalisé plus de 150 affiches de films majeurs. Mais là, vous allez me demander pourquoi son travail est si reconnu à l'époque. Et bien simplement parce que toutes ses créations sont faites de ses propres mains. Il dessine, il n'y a pas de... il peint. Il utilise de la peinture acrylique qu'il projette avec un aérographe. Donc un aérographe, c'est l'espèce de petit pistolet, on met de la peinture dedans et ça fait des projections. Okay, c'est un peu comme les bombes. C'est un peu ça, ouais. Ok. Et il finit par parfaire les détails à l'aide de crayons de couleur. Et donc c'est grâce à ce procédé qu'il va vraiment créer son propre style. Donc le style Strudzen qui est aujourd'hui énormément reconnaissable, comme tu l'as dit. Donc on a vraiment les héros du film qui sont... magnifiés, on a des halos de lumière derrière eux, on a des couleurs qui vibrent et tout l'enjeu du film se retrouve déjà sur l'affiche. Et à l'époque, ça existe déjà ou pas les affiches faites sur le numérique ou en vrai c'était assez courant quand même ça a commencé un peu à cette époque-là. Ok. Donc il allait à contre-courant de ça. Ouais, c'était ça, ouais. Ok. Et donc c'est là toute la force de Strudzen, c'est que ces affiches, ce sont pas juste des publicités pour vendre des tickets de cinéma, mais il veut vraiment faire ressentir toutes les émotions du film avant même que l'on ne les regarde. Donc sa disparition a évidemment généré de nombreux hommages dans le monde du cinéma. Vous en aviez entendu parler ou pas, vous, du décès de ce monsieur sur les réseaux? Ouais, il est passé sur Twitter. Ouais, vite fait sur les réseaux sociaux. Ouais, non plus, j'ai rien vu passer. Pourtant, c'est dommage parce que, comme tu dis, c'est fait à la main. Donc, franchement, c'est un truc qu'on a perdu maintenant avec tout ce qui est tablette numérique et design numérique. Donc franchement, c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas beaucoup parlé parce que franchement, il faut l'honorer, quoi. Et dans ce cas-là, pour faire ces affiches, tu sais le contenu qu'il a ou pas? Genre, est-ce qu'il peut voir le film en avance ou est-ce que juste généralement, il y a des plans? Et ouais, il a plutôt accès à des plans et l'idée globale du film. Mais je crois pas qu'il regarde tout le film en avance. Et Strudzen se servait beaucoup de modèles. Ok, d'accord. Et donc... comme j'ai dit, il y a beaucoup de dommages. Donc, on a d'abord sa famille qui le qualifiait comme un homme qui voyait le monde à travers des lunettes roses. On a également le réalisateur mexicain Guillermo del Toro qui a dit « Le monde a perdu un homme génial, un passeur de génie, un artiste suprême. Moi, j'ai perdu un ami. » Et enfin, on a le grand Steven Spielberg qui a affirmé que personne ne dessinait comme il dessinait lui. Et donc, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je trouvais ça important déjà de rendre hommage à l'homme qu'il était, mais surtout à son travail et de le conserver dans nos mémoires. D'autant plus, comme tu l'as dit, Serena, on est dans une période où l'intelligence artificielle vient remplacer petit à petit tous les métiers créatifs. Mais voilà, se dire qu'un homme a un jour créé de sa propre imagination, de ses propres mains, toutes ces affiches qui auront marqué de leur empreinte l'histoire du cinéma, je trouvais ça impressionnant et il méritait qu'on lui rende hommage ce soir. Ouais, carrément. Bah, merci pour ta chronique. Ça me fait penser que même à Hollywood, il y a eu des manifestations contre les intelligences artificielles. Oui, certainement, parce que... maintenant, il y a les acteurs en intelligence artificielle aussi. Oui, c'est ça. Neil Norwood, il en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, Théo. Et c'est un phénomène qui prend une ampleur. Ouais. C'est même un peu inquiétant pour tous ces gens-là. Merci Alexandre. On va enchaîner avec toi, Serena. Tu vas nous parler d'un concert unique. Oui. Du show le plus connu, je sais pas, du monde de la musique. Au moins du monde de la musique. On peut le dire. Ouais, donc moi, je vais parler d'un sujet un peu plus light que la mort et un cambriolage. Parce que oui, Pitbull, alias Mr. Worldwide, fera son grand retour en France l'année prochaine. Un seul concert. Un seul concert en France. Alors même si le rappeur américano-cubain avait choisi Paris pour sa tournée Party After Dark Tour en 2025, pour 2026, il a choisi du coup pour seule et unique date Nice. Non. Non. On avait déjà eu une vidéo de la part de Live Nation dimanche
dernier, qui annonçait plutôt clairement la venue de Pitbull sur la Côte d'Azur. Mais l'annonce officielle a été publiée lundi sur le compte Instagram de l'artiste. Et donc, pour sa tournée européenne intitulée I'm Back Tour, Pitbull s'arrêtera donc à l'Alliance Riviera de Nice le 12 juillet 2026. Et est-ce que tu sais pourquoi il a choisi Nice plutôt que Paris ou Marseille? Alors, normalement, c'est prévu à l'avance, tout ça. Mais en même temps, à Paris, il y a le concert de The Weeknd le même jour. Donc, est-ce que ça a influencé ou est-ce qu'il a voulu changer, découvrir une autre ville française? Puis vu que c'est un mec qui aime faire la fête, peut-être. Exactement, la Côte d'Azur et tout. Ouais. Donc peut-être ça. Mais du coup, pour le reste des pays européens, le Royaume-Uni a été le plus chanceux avec 6 dates dans 6 villes différentes. Et il passera également en Irlande, en Suède, dans les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque, la Lettonie ou encore la Lituanie. Donc il fait vraiment un vrai tour de l'Europe avec des pays qui sont parfois un petit peu délaissés par les autres artistes. Mais il a quand même du coup une bonne fanbase dans des pays abonnés comme ça? Normalement oui, parce que il a beaucoup marqué les années 2010, j'en parle un peu après. Et surtout les réseaux sociaux, donc normalement ça devrait bien marcher, quoi. Et donc la mise en vente générale a eu lieu aujourd'hui à midi pour toutes les dates européennes. Et il reste encore des places pour la plupart des concerts. Ce qui est assez étonnant, car la tournée 2025 avait été assez populaire sur les réseaux sociaux grâce à une sorte de tradition. Est-ce que vous savez laquelle? Oui, les fans, ils viennent avec une prothèse pour être chauve. Ouais, exactement. Vous aviez pas vu les images sur les réseaux sociaux? C'est un truc de fou. Ouais. Dans la fosse, comme ça, ou même dans les tribunes, tout le monde vient avec un fond de fan pour ressembler à Pitbull. Et c'est très marrant. En plus, pour cette affiche, du coup, c'est une pub de la part de Spotify. Donc, ça montre vraiment quand même que ça a eu un gros impact sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc, oui, du coup, de nombreuses personnes sont venues habillées comme la star américaine. Donc, lunettes de soleil et costumes noirs, crâne chauve et chemise, tout y était. Et en 2026, ça s'annonce être similaire, si ce n'est mieux. Pour le concert à Londres, par exemple, il y a pour projet de briser le Guinness World Record du plus grand nombre de personnes avec un faux crâne dans une même pièce. Ce qui me choque le plus, c'est surtout que ce record existe déjà. Il existe déjà. Donc il y a une compétition sur quelque chose comme ça. Et oui, c'est l'influenceur Jake Rem qui a lancé ce défi alors qu'il était en interview sur la BBC. Mais attention, pour que le record soit valable, il faut un minimum de 2000 personnes qui portent un crâne chauve. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est très précis. Il y a des critères, c'est sérieux. Hein. Minimum 2000 personnes, qu'ils soient mis correctement et qu'aucun cheveu ne dépasse pour donner l'illusion que la personne est vraiment chauve. Donc on a beaucoup parlé de la tournée, mais je ne vous ai pas beaucoup présenté l'artiste. Donc Pitbull, de son vrai nom Armando Christian Pérez, est né à Miami en 1981. Donc il est quand même déjà assez âgé. Et Attention, il y a peut-être des personnes plus vieilles que ça dans le chat. Mais pour faire une tournée, pour faire une tournée européenne et continuer à avoir une influence comme ça, c'est vrai. À cet âge-là, c'est quand même beau. Ce qui est étonnant, c'est son public. C'est souvent un public très jeune. Et il a beaucoup de femmes, alors qu'il pourrait avoir l'image d'un... Bon, je vais utiliser des guillemets, mais un peu d'un bourrin, surtout avec ses chorégraphies, avec ses danseuses. Mais justement, en fait, c'est l'effet inverse. C'est un effet décomplexé où il a beaucoup de jeunes femmes qui le suivent. C'est justement ça, parce que dans les années 2010, c'était pas exactement la même chose que maintenant. Et il a marqué l'époque grâce à des chansons entraînantes comme Timber, Give Me Everything ou encore International Love. Donc peut-être c'est aussi de ce côté, c'est très, c'est vraiment typique des années 2010, les chansons qu'il fait. Donc peut-être que ça ramène un petit peu de nostalgie et je pense que certainement. Les chansons de Pitbull qu'il a sorties à l'époque, on retrouve plus vraiment ces chansons de maintenant. Donc peut-être ça aussi qui influe beaucoup. Et aussi, donc son surnom Mr. Worldwide, donc Monsieur International, vient de ces chansons qui ont du coup fait le tour du monde dans du coup beaucoup de pays. Et avec cette tournée, en plus, l'été 2026 s'annonçait déjà très chargé niveau musical, avec du coup le concert de The Weeknd qui fait une belle tournée européenne, Ariana Grande qui passe à Londres aussi, et maintenant Pitbull, on devrait avoir de quoi se divertir tout l'été. Carrément. Ouais. Rassure-nous, t'y vas. J'y vais bien sûr. T'y vas avec ma maman. Et est-ce que vous allez mettre des faux crânes? Alors, c'est exactement le débat. Vous devez participer. Le record, c'est à Londres, c'est ça qui va être fait. Mais je pense... mais quand même pour l'histoire. Pour l'histoire, il y aura cette photo.
Non, je pense qu'on faut garder cette tradition et on aura notre petit crash. Ok, donc concert à Nice début 2026, c'est ça? 12 juillet 2026. Ah ouais, ça va pas vraiment début du coup. Non. 12 juillet 2026. 12 juillet 2026. Ok, bah du coup il reste des places pour ceux que ça intéresse. Merci Serena pour ta chronique. On va passer à la dernière avant le débat. Sébastien, tu vas nous parler du tout nouvel album d'Astérix et Obélix. Oui, c'est ça. Alors, il est sorti hier. Nos irréductibles Gaulois reviennent pour une nouvelle aventure. Après avoir plusieurs fois exploré la Gaule, l'Égypte, les Goths ou encore les Helvètes, Astérix et Obélix mettent le cap cette fois-ci vers la Lusitanie. Mais qu'est-ce que c'est la Lusitanie? La Lusitanie, qu'est-ce que c'est donc? C'est le Portugal, tout simplement. Tu l'attendais, celle. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez... Pourquoi ça s'appelle comme ça? Non, le combienième tome c'est désormais? Alors, Ah bah allez au hasard, 44e. Non. Ah, 21e. Voilà, c'est ça. Mais j'ai mal retenu alors que tu me l'as dit tout à l'heure, c'est terrible. Et oui, il s'agit du 41e tome de la série. En combien de temps, tu sais ou pas? En 66 ans. En 66 ans, sacré rythme. C'est chaque 2 ans à peu près. Ouais. Ils sortent un nouvel album. Et forte d'un tirage de quand même de 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions dans l'Hexagone. Et ça reste la série de bande dessinée française la plus populaire au monde. Et aussi l'une des plus vendues au monde devant Tintin, notamment. Devant Tintin? Oui. Vous avez lu ou pas, vous, Astérix et Obélix, quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, je lisais un peu. Ouais. Moi, pas trop. Je lisais pas trop de BD. ouais, pareil. C'était pas trop BD. Moi, j'étais plus Team Tintin, je crois. Ah ouais? Ouais. Alors moi, j'étais pour Astérix. Mais en fait, c'est mon père qui a passé un peu cette passion pour... De toute façon, oui, ces BD-là, elles datent plutôt de l'époque de nos... Ouais, du coup, ça a vu le jour en 59. Ok. La même année de naissance que mon père, finalement. Ah bah voilà. Voilà. Donc, tout est dit. Et donc, scénarisé pour la deuxième fois par Fabrice Caro, qui avait déjà réalisé le précédent en 2023, L'Iris Blanc. Et pour le dessin, c'est toujours le même, Didier Conrad, qui dessine les aventures du célèbre Gaulois, depuis créé par René Goscinny et Albert Uderzo depuis 2013, avec Astérix chez les Pictes. Ok, d'accord. Et donc, dans ce nouveau volet, nos Gaulois reçoivent un mystérieux Lusitanien nommé Boulkies. Boulkies? Oui, c'est son nom, oui. Boulkies, oui. Mais c'est toujours des jeux de mots Astérix, donc c'est l'essence même. Venu leur demander l'aide à nos héros, du coup. Son grand ami Mavubès, du coup. Producteur de garum, une sauce à base de poisson, est accusé d'avoir empoisonné César. Et il va être jeté au lion si nos héros ne viennent pas le sauver grâce à la potion magique. Et donc, ils se rendent alors en Lusitanie pour de nouvelles aventures, une contrée où ils n'avaient pas encore mis les pieds jusque-là. C'est étonnant comme qu'ils n'étaient pas allés au Portugal. On est à 44. Alors que c'est juste à côté de l'Espagne, et sachant que en 70, Ils étaient allés en Espagne. ouais, voilà, c'est ça. Ils étaient allés en Hispanie, du coup. Et donc ça, c'est l'affiche. Oui, voilà, c'est ça l'affiche. Donc, je vais revenir. Dessin numérique, si je peux me permettre. Ça se voit. Je sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais moi, je trouve ça scandaleux. Et justement, je vais revenir avec un détail justement qu'il y a sur la BD, du coup. Et évidemment, comme d'habitude, pour chaque aventure, potions magiques et bagarres sont au programme. Et du coup, justement, sur la BD, c'est aussi un hommage à la culture portugaise que font un peu les auteurs, on pourrait dire, parce qu'on retrouve quelques clins d'œil dans l'œuvre à la culture portugaise, telle que la saudade. Du coup, ce mot intraduisible français. Intraduisible, mais si tu devais le définir, comment tu... Est-ce que... C'est un peu de la mélancolie, non? Ou pas Oui, voilà, exactement. C'est un sentiment qui mêle mélancolie, nostalgie et espoir. C'est un peu le spleen de Baudelaire. Ok. Ils s'en spleen en première. Et il y a aussi des références, bien évidemment, à la gastronomie portugaise, telle que la morue, ça ne pouvait pas manquer, ou encore à l'architecture avec les azulejos, donc ces carreaux de faïence peints à la main. Morue qui se dit bacalao. Bacalao, voilà, exactement, totalement d'ailleurs. Et donc la couverture dévoilée en septembre, celle qu'on a vue justement, faisait justement référence à cette culture. Et donc on y voyait Astérix et Obélix et bien évidemment le chien de la saga, Idéfix, marchant dans les ruelles pentues typiques de la capitale portugaise. Et dans d'autres couvertures, donc comme dans celle-ci, on y voit ce qu'on appelle une calçada, donc c'est ces trottoirs ou chaussées typiquement portugais avec des motifs dessus. Ok. Donc comme on le voit à l'instant. Ils sont bons là-dedans, les Portugais.
Mais du coup, il y a plusieurs couvertures pour les albums, c'est ça? C'est différentes éditions, on pourrait dire ça comme ça. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, tu le disais tout à l'heure, c'était assez bizarre qu'il n'ait pas encore fait le Portugal. Et du coup, ils se sont dit il fallait qu'ils trouvent un pays que les gens connaissent plutôt bien. Il fallait arriver à le styliser dans une certaine façon, qu'on puisse le reconnaître à simple vue, que les gens aient une idée claire de ce que c'est. Et il n'y avait pas tellement de pays comme ça pour pouvoir le faire. Et donc aussi, l'auteur, il a voulu envie de rajouter ce côté un peu méditerranéen avec un paysage ensoleillé. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont du coup réalisé Astérix en Lusitanie. Et donc, du coup, depuis sa création en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix le Gaulois est devenu bien plus qu'une simple bande dessinée. Et c'est un véritable phénomène culturel mondial. C'est un peu un symbole français maintenant. C'est un français, on pourrait le dire. Et est-ce que vous arriverez à savoir le chiffre en millions d'albums vendus à travers les 41 albums? Les 41 albums, tous réunis, oui. Je saurais pas trop dire. 50 millions? Mais non. Ça s'élève bien plus que ça. Plus que ça. Peut-être pas des milliards, mais 500 millions. C'est beaucoup moins, c'est 400 millions. Oh, ça va être 380. Ouais, t'étais dans le T'étais bien. Et oui, effectivement, 400 millions d'albums vendus. Dans le chat, il y avait quelqu'un qui l'avait tout bon, 400 millions. On peut le féliciter. Et donc, traduit dans plusieurs langues telles que le basque ou encore le chinois. Ah oui. Donc vraiment en plein de langues. Oui. Et globalement, les critiques qui ont été faites autour de la BD, il a été plutôt bien reçu. On salue notamment un retour aux sources et ce qui a fait finalement le succès de la série. Le décor portugais apporte un peu de la nouveauté, de la fraîcheur. Et le duo de dessinateurs et d'auteurs ont été salués pour avoir réussi à renouveler la saga tout en gardant l'essence même de l'esprit Albert Uderzo et René Goscinny. Et toi qui as vécu au Portugal, des images que tu as vues, tu trouves que c'est bien fait? On reconnaît vraiment? Oui, parce que par exemple, ce genre de truc, ce que je disais par rapport à la calçade, comme on le voit là avec la BD, cette image, on pourrait dire, c'est typiquement très portugais. On peut le retrouver vraiment au coin de rue et c'est un peu l'art, le principal art qu'il y a là-bas. Donc à chaque coin de rue, on pourra retrouver des motifs au sol. Ok, après à Lisbonne aussi, je sais qu'il y a beaucoup de graffiti. Il y a beaucoup de graffiti, en effet. Bon, là, ça se prête pas du tout à l'époque. Non, ça se prête pas du tout, c'est pas du tout la même époque, c'est sûr. Mais c'est vrai que Lisbonne, c'est une ville qui vit beaucoup aussi pour le graffiti. Et c'est vrai qu'on peut en voir un peu au coin de rue, comme les calçades, mais bien sûr, c'est moins nombreux. Non, ok. Et donc, du coup, côté presse portugaise, la BD a été vivement critiquée, notamment par le quotidien El Público, qui ne cache pas sa déception de l'œuvre. Le média souligne un peu qu'il s'agit plutôt d'un épisode d'exploitation commerciale d'un personnage de bande dessinée et qu'Astérix ne représente qu'une marque, un actif économique, un produit finalement. Il est vraiment critique, alors que justement, moi, je trouve que ça met plutôt en lumière. Oui, mais justement, en fait, je pense que le fait qu'il soit réduit juste à quelque chose d'économique alors qu'on vient le faire sur ton pays, je pense que c'est ça qui a fortement déplu à la presse, donc va savoir. Et aussi, il y a des critiques qui ont pu être qui ont été émises par les auteurs. Par exemple, il y a eu beaucoup de renouveau dans cette nouvelle VD. Et les auteurs se sont un peu auto-censurés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit parce qu'ils ne voulaient pas faire beaucoup autour des clichés en mode le portugais bien gros poilu, jouer autour de ça, quoi. Ils voulaient un peu s'auto-censurer, surtout ils l'ont dit par l'époque où on vit, où ça a évolué un petit peu. Et cela se reflète particulièrement dans l'un des personnages de la saga qui s'appelle Baba, du coup. Ok. Pas à confondre avec l'autre, du coup. Et donc, c'est un personnage, c'est un pirate de couleur noire qui avait déjà été sujet à polémique par le passé parce qu'il avait été pointé pour sa dimension raciste, parce qu'il était caractérisé par de grandes lèvres rouges et il roulait ses airs. Du coup, typiquement, le cliché raciste
de la personne noire africaine. Et donc, dans cette nouvelle BD, ça a été complètement évincé. Et donc, 66 ans après sa création, Astérix résiste encore et toujours et ne cesse de traverser les générations. Alors, si vous voulez voyager sans bouger de chez vous, passez un beau moment et reconnecter avec vos souvenirs d'enfant, asseyez-vous confortablement et juste ouvrez Astérix en Lusitanie. Eh bah merci, du coup c'est sorti hier et donc bah ça peut être une idée de cadeau pour Noël par exemple. Donc voilà, pour les curieux, c'est sorti hier, ça doit être certainement dans toutes les librairies. Merci pour ta chronique Sébastien et on va maintenant passer à la deuxième section de l'émission, le débat d'actualité. Donc, bah, ce phénomène, il interroge comment est-ce qu'on peut garantir une information neutre quand les propriétaires eux-mêmes ils défendent des intérêts économiques ou même politiques précis. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que d'après vous, la concentration des médias entre les mains de quelques... on n'a pas entendu le début. Je refais. C'est de la faute de la régie. Évidemment, c'est pas de la mienne. Donc, je vous disais que ces dernières années... Bon, vous l'écoutez 2 fois du coup. Plusieurs grands médias comme Brut, Le Monde ou encore BFM TV ont été rachetés ou financés par de puissants chefs d'entreprise. Donc ce phénomène, il interroge parce que comment on peut garantir une information neutre quand les propriétaires eux-mêmes décident souvent des intérêts, défendent souvent des intérêts économiques ou politiques précis. Excusez-moi. Du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que d'après vous, la concentration des médias entre les mains de quelques grands groupes rend-elle impossible la neutralité journalistique, notamment, pour nous, c'est très intéressant. Est-ce que, d'après vous, vous allez pouvoir exercer votre métier de manière neutre quand vous sortirez de l'école? Maë, tu veux prendre la parole en premier? Je pense que ça peut être un frein, oui, mais je pense pas que ce soit catégorique. Il faut dire non avec les grands patrons pour faire notre métier correctement, parce que dans chaque média, il y a des chartes déontologiques donc qui permettent aux journalistes justement de faire leur travail. Et je pense que malgré tout, on voit aujourd'hui plein de médias qui arrivent à être neutres et pourtant ils sont possédés par un grand patron milliardaire. Quand on regarde certains médias, on se dit pas tiens, je sens l'influence de tel ou tel grand patron. Oui, mais d'autres médias, médias oui, CNews et Brut, là, ça a été racheté récemment. Je sais pas s'il va y avoir vraiment un changement, mais moi, je remarque qu'ils font quand même beaucoup de placements de produits. Je sais pas, moi, ça me choque un peu qu'un média fasse des placements de produits, c'est vraiment pas neutre pour le coup. Enfin, après, ce que vous en pensez. Après, dans les journaux, il y a des pubs, donc ça revient un peu pareil au final. Ouais. Quand tu vois un journal, il y a plein de pubs. Mais là, Bonne réponse. C'est pas pareil parce que dans les journaux, c'est perdu un peu entre les articles, alors que dans Brut, je sais pas, j'ai pas vraiment vu ce qui se passe, mais est-ce que c'est genre des posts qui font exprès et qui mettent en avant une marque ou c'est pareil perdu dans... Non, ils sont... c'est des posts qui mettent en avant. Ouais, alors pour moi, c'est pas du tout la même chose. Parce que comme tu dis, il y a certes de la pub dans les journaux, mais c'est perdu entre les articles d'actualité. Alors que si vraiment ils se concentrent sur un produit pour une vidéo, pour moi, c'est pas plus trop du journalisme, même plus du tout. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, les médias, ils ont tellement de canaux, donc leurs journaux, leurs réseaux sociaux, je sais pas, des télévisions, des blogs. Je pense quand même qu'il y a de quoi avoir une information neutre quelque part. Enfin, je sais pas. Un avis, Alexandre? En fait, je m'interroge, est-ce que pour vous, la neutralité absolue, déjà, c'est quelque chose qui existe vraiment? Parce que quand on écrit quelque chose, il y a forcément une idée derrière. Donc, dans ce cas-là, on pourrait plus déjà parler d'une intention d'être neutre, c'est-à-dire être transparent et varier les points de vue. Oui, c'est vrai. Aussi, la pression du public fait que les audiences, elles sanctionnent quand un média il est pas neutre. Il y a des exceptions en vrai. CNews, je pense que ceux qui regardent, c'est parce qu'ils veulent regarder ça. Mais aujourd'hui, je sais pas, M6 ou TF1 fait un reportage où ils donnent leur avis. Je pense que le public il sera vraiment pas content, et surtout sur les réseaux sociaux. Sébastien? Oui, parce que dans les médias, on va surtout attendre qu'ils aient de la neutralité. Or, comme l'a dit Alexandre juste avant, quand on crée quelque chose, quand on fait un article, quand on réalise un reportage, il y a toujours une idée qui est derrière.
Et une idée, c'est toujours forcément alimenté de près ou de loin par quelque chose de politique. Donc tous ici, comme le disait justement la personne qu'on vient de voir qui avait réalisé le livre, l'enquête sur la France insoumise de Mélenchon, la meute du coup, lui-même disait on est tous politisés d'une certaine façon ou d'une autre, on est tous plus sensibles à quelque chose, donc c'est vrai que c'est assez difficile d'être neutre, surtout quand de grands patrons très très riches commencent à prendre les médias. Et puis peut-être aussi que, enfin je sais pas pour vous, mais aujourd'hui on vous propose un grand rôle justement à CNews, où vraiment vous pouvez pas refuser présentateur. Est-ce que vous n'allez pas vous auto-censurer pour plaire à la direction et garder le poste? Moi franchement je ferais ça. Hein. Ça dépend du salaire. Oui, mais un bon poste quoi. Indirectement, oui, on se censure parce que déjà on a la pression. Si on vient d'arriver, on est nouveau, on veut bien faire, on veut s'intégrer. Donc je pense indirectement on se censurera, ouais. Et aussi, dans le même sens, par exemple, Rodolphe Saadé, il possède tellement de médias, peut-être ça fait que tous les médias, ils traitent les sujets avec le même angle et qu'il n'y a plus cette pluralité d'avis qu'il y avait avant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je t'en prie. Je t'en prie. Le fait que Rodolphe Saadé détienne, par exemple, plusieurs médias, je pense pas que ça influe autant que ça, parce que on le sait, il détient beaucoup de médias, surtout de sport, RMC Sport et tout ce qui en découle. Donc, pour ce qui est l'aspect purement sportif, je pense pas que ça pose autant de problèmes de créer des angles, de varier des angles. Mais c'est vrai que si, par exemple, on commence à tâter le terrain, par exemple, de la politique ou autre chose encore, là, ça peut effectivement devenir un problème. Serena, tu voulais dire? Ouais, non, il a plutôt bien résumé finalement. Ok, on est plutôt bien sensibilisé aussi à ça. Et nous, dans notre école, je pense que c'est un peu pareil dans les autres écoles. Donc, je pense que ça va nous aider aussi à pas faire ces erreurs-là, peut-être du coup d'être moins timide et de pas s'affirmer. Pour conclure, est-ce que chacun, vous pouvez dire un peu votre avis? Est-ce que d'après vous, vous pourrez exercer votre métier de manière neutre et pourquoi avec quelques petits arguments? Je sais pas trop de table, on commence par Seb. Moi, je suis assez partagé parce que en fait j'ai encore de l'espoir, parce que quand je vois des médias par exemple comme Mediapart qui s'auto-financent tout seul, alors certes c'est marqué politiquement, mais comme ils s'auto-financent tout seul, on n'aura pas forcément besoin de s'auto-censurer dans ce sens-là. Et je pense à d'autres médias par exemple sur YouTube comme Le Crayon, qui par exemple propose des débats très intéressants, que ce soit pour la Palestine ou autre chose, et qui mettent les différents points de vue. Donc, dans ce sens-là, on ne s'auto-censure pas et on laisse la libre parole. Ouais, ok. Moi, je suis un peu du même avis que Seb. Mais je pense que le journaliste, la personne, tentera toujours de rester neutre. Parce que déjà, comme l'a dit Maë, dans les écoles, on est formé à rester neutre et à donner un avis neutre. Mais oui, du coup, l'influence de grands propriétaires, c'est sûr que ça aura une influence. Et même, là, on l'a vu avec Trump, la politique extérieure, ça peut vachement influer. Donc, je pense que le journaliste en lui-même tentera de rester neutre. Mais est-ce que ce sera possible avec les influences extérieures? À voir. On verra ça. Ouais. Alexandre? J'ai envie de dire oui, mais en fait, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est les réseaux sociaux, c'est l'ère des réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, chaque mot que tu dis, chaque action que tu fais, c'est analysé et le public met une idée sur ta tête, même si tu ne penses pas vraiment ça. Et puis l'algorithme des réseaux sociaux, il encourage justement à exprimer des clivages. Forcément, tu vas plus percer, tu vas plus être vu si tu as un avis tranché, extrême, plutôt qu'un avis neutre où tout le monde... parce que forcément, un avis polémique, ça fait commenter, et donc l'algorithme, il te met en valeur. Ouais, c'est exactement ça. Je suis d'accord au niveau des réseaux sociaux, surtout qu'aujourd'hui, un peu qui veut se prétend un peu journaliste. Aujourd'hui, sur Internet, n'importe qui peut dire ce qu'il a envie de dire. Donc, je pense que ça, c'est un peu inquiétant. Mais après, je trouve que quand même cette neutralité, cette objectivité, c'est un peu quand même l'essence du journalisme. Donc, je pense qu'il y aura toujours des journalistes qui seront droits dans leur basket. Et après, par contre, au contraire, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils peuvent pointer justement ces problèmes de neutralité. Bon, en tout cas, on se dit rendez-vous dans 5 ans quand on sera dans des rédactions, si on sera emmerdé ou pas par nos chefs de rédaction. Merci pour ce petit temps débat. On va passer à la dernière partie de l'émission, le quiz.
Cette fois-ci, c'est vraiment fini le jingle. Donc, j'espère que vous avez bien révisé pour le quiz. Attention, Alexandre, ne regarde pas. De toute façon, je vais baisser un peu la luminosité. Dans le chat, vous pouvez aussi jouer au quiz. Donc, je pourrais dire celui qui a été le plus rapide, par exemple. Non, d'accord. Il y en a, il veut juste pas jouer au quiz. Il y a une place à gagner pour celui qui gagne au Master Quiz. Donc, on réunira tous les gagnants de chaque émission. On fera un petit tournoi avec forcément une récompense à la clé. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question ? Allez. Vous avez le droit de me couper la parole. Ok, d'accord. Vous avez le droit de me couper la parole, mais une fois. Abusez pas. Non. Si tu as l'idée, tu dis, évidemment, c'est le premier qui dit qui a le point. Donc, je vais commencer avec une question très simple. Enfin, j'espère. Là, je dis très simple avec personne là, c'est terrible. Quelle personnalité politique a annoncé qu'elle se présenterait aux élections présidentielles ? Exactement, Marine Tondelier. Donc, elle a annoncé qu'elle se présenterait aux élections présidentielles en 2027. Donc, actuellement âgée de 39 ans, elle a pris la tête des écologistes en décembre 2022. Donc, elle affirme vouloir incarner une dynamique écologique forcément forte, tout en rassemblant les forces de la gauche autour d'un projet commun. Mais par contre, elle rappelle qu'elle se présente en tant que candidat unique des écolos et qu'elle ne veut pas être affiliée au PS ou à LFI. Un point pour Maë. On va enchaîner avec la seconde question. Vous êtes forcément au courant vu qu'elle est passée, elle est passée en France. La tempête Benjamin, est passée sur le territoire. Et d'ailleurs, il y a un touriste allemand qui est décédé sur la côte normande. Quelle a été la vitesse maximale des rafales ? C'est un juste prix ? 136. Je pense que vous pouvez chacun dire un nombre et le plus proche gagne. 136. 136, 80. 145. 146. Je crois que tu as gagné sur le 146, qui est un peu vicieux. 161 km/h ont été, des rafales allant jusqu'à 161 km/h ont été enregistrées à Fécamp, en Normandie, donc là où le touriste allemand est mort. Un point pour Serena, il me semble. Peut-être que le chat va me contredire, mais je crois que c'est ça. C'était 136. 136, toi 180, j'avais dit. 104, et toi 146. Ouais, 146, c'est plus proche. Ah ouais, c'est ouais. Fais confiance. Un point pour Serena, un point pour Maë, s'il vous plaît, Alexandre, Sébastien, un peu de mouvement. Question politique internationale. Damien Stéphos, mon père, qui a eu le compte bon 161, énorme. Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer dans 3 semaines, mais la réunion a été reportée. Mais c'est pas ça la question. Où est-ce qu'ils devaient se rencontrer ? Montréal ? Pas Montréal, c'est un pays d'Europe de l'Est. Biélorussie. Ni Biélorussie, ni Bulgarie, mais c'est pas loin de la Bulgarie. Serbie. Si je vais vous demander la ville, capitale de la Hongrie. Ah, Budapest. Je crois que c'est Seb qui l'a dit en premier, il me semble. Mais est-ce que vraiment on accorde un point pour ça ? Non, c'est pas juste. En vrai, ouais, c'est... Non, c'est pas juste. Allez. C'est pas juste. Budapest, personne n'a eu la Hongrie. Ah si, Rosten, qui qu'il soit. Ah bah c'est... je crois que c'est... Non, je sais pas qui c'est. Bravo à lui quand même. Donc, ils devaient se rencontrer à Budapest, Hongrie. Ils vont se rencontrer à Budapest, Hongrie, on ne sait quand. Donc, cette rencontre prévue, elle est prévue pour évoquer la fin de la guerre en Ukraine, mais elle a été reportée par Donald Trump. Il explique simplement qu'il ne veut pas d'une rencontre pour rien. Il estime qu'aujourd'hui, la Russie, elle n'a pas les arguments pour être légitime à cette rencontre. Donc, bon, on n'accorde pas de points. Non, On se met d'accord là-dessus. Quatrième question, je pense qu'elle est un peu dure, on verra. Lena Situation, elle sort aujourd'hui la 3e saison, enfin le premier épisode de la 3e saison de son podcast Canapé 6 places. Qui est son invité ? Rihanna. Technique, ça me fait un peu peur. Tu t'écoutes déjà ? Exactement, Rihanna, Virginie Stéphos, la daronne, qui est le point. Vraiment, les Stéphos sont en feu dans le chat. L'artiste très discrète depuis plusieurs années. Elle n'a pas sorti d'album depuis 2016. N'accorde que rarement des interviews. Donc c'est un peu un exploit pour la situation qu'elle est dans son podcast. Donc l'épisode il sort comme je le disais ce vendredi et il lance le lancement de cette nouvelle saison. Voilà exactement, donc c'est disponible sur toutes les plateformes. Je sais pas, vous écoutez ou pas Pas du tout. Absolument. Non plus. Mais pourtant à ce qui paraît ça marche de fou. C'est sur Spotify le podcast le plus écouté la dernière saison. Ok. Donc c'est énorme. Autre question, donc hier a été annoncé le parcours du Tour de France 2026, masculin et féminin. Là, la question elle se porte sur le parcours des hommes. Dans quel pays les cyclistes s'élanceront avant de rallier Paris ? Portugal. Non, Espagne, exactement, Sébastien. Cette fois-ci,
Le point, il est accordé. Donc, ils feront 3 étapes en Espagne avant de traverser les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et puis Paris. Donc, ça fait un peu de dénivelé. Et ça finira forcément avec la mythique étape des Champs-Élysées. 1 point pour Seb, 1 point pour Serena, 1 point pour Maë, 2 points pour Maë. Oh là, il est fort. Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Je sens que la dernière, elle est pour toi, là. Lors d'une soirée de lancement de son dernier album, Taylor Swift a porté un t-shirt qui a, contre son gré, apporté du gain à une bonne cause. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer cette histoire? C'est quoi la bonne cause qui a été aidée grâce à Taylor Swift? Personne n'en a entendu parler? Non, je l'ai pas vu. Pas du tout. Bon, je vais vous le dire. En fait, elle portait un t-shirt brandé par une fondation de défense des loutres pour une soirée de gala de son nouvel album. Et donc, en moins de 2 jours, 2,3 millions de dollars ont été récoltés selon le site de Local qui précise que la mobilisation a dépassé leur espérance. Donc, elle a mis un t-shirt au hasard et il y a eu 2,3 millions d'euros récoltés pour les loutres. Maë, tu gagnes ce quiz, félicitations. Il nous reste un peu de temps. Est-ce que, Luc, tu as prévu un petit jeu pour gratter du temps? Oui. Est-ce que tu veux venir présenter ce petit jeu? Et du coup, je vous laisse avec Luc, qui va vous faire un petit jeu. Et il va aussi conclure l'émission. Merci. Franchement, c'était très cool. Et puis, je te laisse la place, Luc, si tu veux bien venir. Ça y est, Élise à la régie. C'est une catastrophe. À tout moment, le live, il est coupé. Alors, comment vous allez? Ça va Ça va et toi? Nickel. Déjà, vous avez joué Maë pour avoir remporté le quiz. Maintenant, il y en a un petit qui est. Alors, je vous invite par contre à ne pas regarder parce que c'est vraiment tout affiché devant. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais y aller doucement. Je suis une chanteuse une chanteuse franco-malienne. J'ai 4 albums à mon actif. J'ai fait des collaborations avec Damso, Tiakola et Yana Samura. Alors, on l'a dit en même temps, franchement, on l'a dit en même temps. Ouais, Je lui donnerai plus le point énorme. Gentillesse et tout. Est-ce que vous avez de l'actu? Alors, C'est bien coupé avec le rappeur RK. Alors oui, mais c'est pas l'actu de laquelle je parlais. elle a annoncé aujourd'hui des concerts à Paris, si je me trompe. Ouais, exactement. Mais pas qu'un concert. Elle annonce la sortie de son nouvel album Destiné, qui va sortir le 21 novembre, et une date au Stade de France le 29 mai 2026. Si vous voulez prendre vos places même, la pré-vente artiste, c'est le mardi 28 octobre à 10h. La mise en vote Live Nation, c'est le jeudi 30 octobre à 14h. Et la mise en vente publique, c'est le vendredi 31 octobre à midi. Pour bien avoir peur contre la guerre avec Ticketmaster. Maintenant, le deuxième. Je suis un footballeur international. Je ne vais pas dire la nationalité, sinon c'est trop facile. J'ai été formé au FC Barcelone. Je détiens le record absolu de 8 ballons d'or. Messi. J'ai entendu plus Sébastien. Alors, est-ce que vous avez l'actu ou pas par rapport à Messi? Il a prolongé son contrat avec l'FC. Exactement. Donc, il prolonge à l'Inter Miami jusqu'en 2028 et prévoit de jouer au-delà de 40 ans. Son contrat courait initialement jusqu'en décembre et cette prolongation va lui permettre de rester actif jusqu'à la Coupe du Monde, l'été prochain en Amérique du Nord. Le copropriétaire de l'Inter Milan assure qu'il est toujours aussi impliqué et veut toujours gagner. Voilà. Et pour la dernière personne, donc, je ne sais pas si vous allez la voir peut-être, mais on verra de toute façon. Je suis une biathlète française, décuple championne du monde et j'ai été condamnée Julia Simone. Ok, et tu sais pourquoi elle a été condamnée ou pas? Pour vol et fraude. Ouais, c'est ça. Elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende vendredi, donc aujourd'hui, pour une fraude à la carte bleue envers sa coéquipière Justine Bressaz-Boucher. Voilà. Donc, ne volez pas les cartes des gens. C'est pas bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette soirée de l'info vous aura plu. Vous avez passé un bon moment. Oui, on a passé un bon moment. Nickel. Maintenant, du coup, on va vous dire à jeudi prochain, le 30 octobre, pour la soirée de l'info, comme d'habitude. Et du coup, on vous fait des bisous. Au revoir.